Si la technique nous dit qu'on est prêt, je vous propose de commencer puisque c'est 18 h, même si l'heure du couvre-feu a été retardée et que le conseil municipal est un motif valable pour décaler son retour au domicile, le mieux est qu'on puisse attaquer à l'heure parce que même si l'ordre du jour est plutôt léger, il sera plus dense que ce qu'il paraît sur le papier avec certaines présentations. On est bon ? Bon, je propose à Kevin de faire l'appel. Bonjour à tous. Armand Rivière, Oui, présent. Rachel Sacussi, Manuel Bourguin, Aurélie Mialon, Présent. Robert Vivares, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guiraud, Daniel Desmoulins, René Verdeil, Jean-Marie Bousquet, Marie Balestero, Daniel Azemar, Xavier Motou, Procuration à M. Castillo. Cécile Dos Santos, Procuration à Mme Demoulin. François Castillo, Katia Siet, Georges Lopez, Il va arriver. Nadia Bentahar, Patrick Delbach, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Anne Sutra de Germain, Gilbert Castignera, Marie-Hélène Chassagne, Procuration à Mme Sacussi. Alain Vogel-Singer, Valérie Forme, Florent Cosse, Myriam Santana, Procuration à M. Vogel-Singer. Si donc on est bon pour démarrer, puisque le quorum est atteint, le quorum étant en plus diminué par l'état d'urgence sanitaire, mais il est quand même atteint, les absents étant principalement des cas contacts et n'ayant pas voulu, ou des suspicions de cas contacts, n'ayant pas voulu contaminer ou prendre le risque de contaminer tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on a un peu décalé les tables pour essayer d'avoir la bonne répartition et la meilleure distance possible. L'ordre du jour commence par la présentation de l'audit financier de la commune qui a été réalisé par le cabinet Finendev. Et donc, je laisse la parole à M. Baudouin pour le présenter. Merci Monsieur le maire. Donc, et merci bien sûr à mesdames et messieurs les élus. Donc effectivement, nous accompagnons la commune de Pézenas depuis un peu plus d'un an maintenant sur différentes thématiques financières et budgétaires. Et dans ce cadre, la commune nous a sollicité donc, pour réaliser, on l'a appelé audit financier, mais pour ce soir, une analyse financière rétrospective depuis 2014. Donc, on a travaillé avec les comptes de gestion pour que les chiffres soient incontestables et puis pour que l'analyse soit pédagogique. On a comparé la commune de Pézenas à un certain nombre d'autres communes de l'Hérault de la même strate. Voilà, donc je vais essayer d'être pédagogique, synthétique. Alors je ne sais pas pour les questions si vous souhaitez attendre la fin de ma présentation ou si vous souhaitez les poser au fur et à mesure. Monsieur le maire, je ne sais pas comment vous Je n'ai souhaitez pas procéder. d'avis préconçu, ça dépendra de qui souhaite poser une question. Si les personnes sentent spontanément qu'elle doit avoir lieu pour la compréhension de tous au moment de la présentation, sinon c'est toujours mieux de les regrouper à la fin pour que vous ne soyez pas coupés et repris chaque fois dans votre argumentaire. Parfait. Alors, donc, nous avons travaillé, comme je viens de le préciser, donc, sur les comptes de gestion, donc les comptes, comme vous le savez, du comptable. Donc, dans les comptes de gestion, contrairement aux comptes administratifs, vous votez tout à l'heure, dans quelques minutes, le compte de gestion, je crois, et ensuite le compte administratif. Donc, la différence entre les deux, le compte de gestion est un compte avec l'analyse des stocks, alors que le compte administratif, vous ne disposez que des flux. On a travaillé également avec les états 1259, qui sont les états que vous verrez au moins une fois par an, qui vous précisent donc, les bases prévisionnelles de l'année en cours, donc de l'année 2021, quand vous le recevrez. Et c'est un document donc, qui vous sert notamment à voter, donc c'est un document important, un état important, puisqu'il vous sert à voter donc, les taux de l'exercice à venir, les taux fiscaux, des 3 taxes dites ménages. Pour la présentation, on a prévu donc deux parties. D'abord, on va présenter les produits. Alors, je vais plutôt parler de produits quand j'aborderai la section de fonctionnement, de charges, même section, et puis ensuite les recettes et les dépenses de la section d'investissement. Donc ça, c'est la première partie. On présentera donc les flux, la présentation des flux de dépenses et de recettes. Ensuite, on abordera
l'analyse à proprement parler donc, de la situation financière de la commune, toujours bien sûr sur la même période. J'ai choisi l'analyse au travers de 3 principaux concepts, hein, donc j'en donnerai la définition, puisque bon, évidemment pour bien comprendre l'analyse, il faut bien comprendre les différents concepts, donc j'essaierai aussi d'être pédagogique. Et puis ensuite, je conclurai donc sur le point de la situation financière de la commune, donc au 31 décembre 2020, puisque le compte de gestion 2020 est le dernier compte connu et en vigueur aujourd'hui. Alors je précise que l'analyse que je vais en faire est complètement indépendante. Quelques habitants près, même si chaque habitant bien sûr est important, l'évolution n'a pas forcément beaucoup augmenté, forcément beaucoup diminué, elle est peu significative. La population DGF, à quoi elle sert? Elle sert notamment, en fait la population INSEE, elle sert à calculer les ratios. Quand on calcule des ratios, on les calcule par habitant, généralement, pour se comparer à une autre commune. Donc on prend dans ce cadre-là la population INSEE. La population DGF, elle sert au service de l'État à calculer ce qu'on appelle les concours financiers de l'État, et notamment la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui est l'une des dotations les plus importantes versées par l'État aux collectivités locales. Alors, on commence par... j'ai fait un choix. Les charges de fonctionnement de la ville étaient de 10,4, j'ai arrondi bien sûr, de 10,4 millions d'euros. 4 principaux postes. Les charges de personnel, comme vous le savez, les charges de personnel sont l'un des postes importants, prépondérants dans les collectivités locales et en particulier dans une commune, puisque si je fais un mini-maxi, on est généralement entre 50 et 60%. Mon objectif, c'est pas de dire à 50% c'est bien, 55% c'est pas bien et à 60% c'est critique. Bien évidemment, tout va dépendre de la proportion de la commune à utiliser, entre guillemets, le personnel de la commune. C'est ce qu'on appelle des actions plutôt en régie, ou d'utiliser, d'autres communes le font, c'est un choix politique, plutôt des entreprises privées. Évidemment, plus on fait appel au privé, entre guillemets, avec des délégations de services publics, par exemple, plus évidemment, ou moins, la proportion des charges de personnel sera importante. Donc finalement, ce n'est pas tant la proportion qui compte, à mon sens, mais c'est plutôt, par contre, l'évolution de ces mêmes charges de personnel. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait baisser les charges de personnel, le poids des charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, sans forcément baisser les charges de personnel. Tout dépend du rapport entre ces charges de personnel et les charges totales. Alors, 4 grands postes, donc 58% de charges qui sont donc des charges de personnel en 2020. Ensuite, pour un peu plus d'un tiers, 37%, tout ce qui sert à faire fonctionner les services municipaux, donc les fluides, les combustibles, les contrats, notamment, pour 37%. Achat de fournitures, prestation de services. Également, donc, intégré dans ces 37%, les subventions, et notamment versées au tissu associatif, les subventions versées donc aux associations. Les charges d'intérêt de la dette, 5%. Le dernier poste étant très peu significatif, les charges exceptionnelles. Donc vous avez ici, en kilo-euros pour 2020, les 4 grandes rubriques que j'ai recensées dans le compte de gestion 2020. Alors ces charges de fonctionnement, on a voulu les comparer. Alors il y a une année de décalage, puisque le temps d'avoir les éléments de comparaison de 2020, nous ne les possédons pas encore, donc l'analyse se fera toujours sur 2019. Donc on a comparé Pézenas à Clermont-Lérault, Florensac, Vias, la moyenne de la strate et la moyenne du panel. Et évidemment, tous les ratios que vous verrez, tous les ratios de comparaison, pour que l'analyse soit judicieuse, nous les avons divisés par la population INSEE. C'est des ratios par habitant. Donc, l'analyse est assez simple. Vous voyez que Pézenas, 1199 € par habitant en 2019, Clermont-Lérault, 900, Florensac, 620, Vias, 1627, et la moyenne de la strate, 947 € par habitant. Donc j'ai noté que le niveau de charge est nettement plus élevé que la moyenne de la strate. On est dans les charges. On verra ce qui se passe au niveau des produits.
Ramené à l'habitant, donc 1200 € contre 947 € par habitant. Un écart qui s'explique donc majoritairement par le poste relatif aux charges nettes de personnel, 677, je vais essayer de, si vous voyez, voilà, 677 € par habitant pour les charges de personnel, contre 578 pour la moyenne, contre 536 pour la moyenne de la strate. D'accord. Hormis, par ailleurs, les autres postes, donc hormis les achats et les charges externes, sont également plus élevés que la moyenne de la strate. Vous voyez les différentes rubriques ici, donc avec un écart significatif par habitant, en euros par habitant, avec les communes sur lesquelles on a choisi de faire la comparaison, et pour être plus global, la moyenne de la strate. Alors, ces charges, elles se subdivisent en plusieurs chapitres. Quand vous voterez un BP, un compte administratif, vous aurez cette notion de chapitre, charge de personnel, charge financière, charge exceptionnelle, par exemple. Donc, vous voyez ici l'évolution entre 2014 et 2020. On les a subdivisés en deux grands blocs, ce qu'on appelle les charges courantes, et on y reviendra tout à l'heure quand on analysera les principaux indicateurs d'épargne. En analyse financière, on va toujours regarder ce qui est courant. En comptabilité privée, on parlerait d'exploitation, le train de vie de la commune, on va dire. Donc on va forcément, à un moment donné, faire une analyse, une différence entre des produits courants et des charges courantes. Ensuite, on a un deuxième bloc qu'on va appeler le bloc financier, et puis le bloc exceptionnel. Donc ces charges courantes, donc elles ont sensiblement baissé, 10,3 millions d'euros en 2014, 9,8 millions d'euros en 2020. On note néanmoins qu'elles ont augmenté sur la période 2018-2020. Alors, il y a des transferts de charges qui ont expliqué, sans rentrer dans le détail, et notamment celui relatif à la compétence eau et assainissement, qui est intervenu en 2017, qui a donc notamment fait baisser donc, les charges de personnel à hauteur de 250 000 €. Vous voyez que les charges financières ont baissé sur la période, d'un peu plus de 100 000 €. C'est bien sûr lié aux conditions favorables du marché, puisqu'aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas. Ils l'étaient déjà il y a quelques années, mais un petit peu plus haut néanmoins. Et puis les charges exceptionnelles, bon, aussi, pas d'éléments particuliers. D'accord. Donc, ces charges ont baissé, 10,9 millions d'euros en 2014, 10,4 millions d'euros en 2020. Mais attention, entre les différentes années, le transfert de la compétence eau et assainissement est venu un petit peu polluer, si je puis dire, l'analyse. Alors, on les a regroupés, les chiffres sont peut-être petits, je vais juste m'arrêter sur les éléments les plus importants en différents postes, et puis on a fait une évolution moyenne. Donc, sur la période d'étude, l'écart, moins 600 000 € entre 2014 et 2020, provient donc essentiellement des postes relatifs aux achats, à l'entretien du patrimoine, et aux festivités et communications. Les fluides ont également baissé de 100 000 € sur la période. C'était simplement pour remettre les principales rubriques. On les a regroupées en fonction des articles comptables sur les différentes rubriques donc, que vous voyez sur cette planche. Donc ça, c'était le chapitre 011. L'autre grand chapitre en charge de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le chapitre 65, autres charges de gestion courante. Dans ce chapitre, on va trouver les contributions, la contribution incendie, donc est obligatoire, les subventions aux associations, qui ont baissé sur la période, 387 000 € en 2014, 231 000 € ici en 2020, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et les autres subventions, c'est-à-dire les subventions versées les autres subventions qui sont restées à hauteur qui ont augmenté en 2019 et qui sont passées donc à 365 000 €. Donc ces charges de gestion courante ont augmenté d'un peu plus de 4% en moyenne par an sur la période. Ensuite, au niveau des produits, donc là aussi on les a regroupés en plusieurs rubriques, on appelle la fiscalité. On va trouver dans la fiscalité la fiscalité directe et la fiscalité indirecte. Les dotations et subventions, dans lesquelles on va retrouver donc la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Alors ces produits, en 2020, s'élevaient à 11,6 millions d'euros. Les impôts et taxes, donc la fiscalité directe et indirecte, représentent un peu plus de la moitié, 52%
des produits courants. Quand vous avez 100 de produits, il y a 52 euros, 52% qui sont de la fiscalité directe et indirecte. Et pour les dotations et participations, 16%. Donc le poste majoritaire, c'est commun dans les communes, c'est la fiscalité, et notamment la fiscalité directe. Sur ce poste, 3 rubriques. Le produit de la fiscalité sur les ménages entre guillemets, puisque dans ce qu'on appelle les produits ménages, vous avez l'ATH, qui va être supprimé sur les résidences principales à compter de cette année. Le foncier bâti, c'est pour ça qu'on l'appelle, le terme n'est pas forcément approprié, puisque le foncier bâti n'est pas payé que par des ménages, mais aussi par des entreprises. Et le foncier non bâti. Donc sur la fiscalité globale, 78% proviennent de la fiscalité dite sur les ménages, 12% sur la fiscalité reversée, et enfin 10% sur la fiscalité indirecte, notamment la taxe sur l'électricité, les droits de place et les droits de mutation. Les droits de mutation étant des recettes perçues en fonction des ventes immobilières sur votre commune. Donc là aussi, on a fait l'évolution bien sûr depuis 2014. Alors la fiscalité ménage évolue très peu, seulement plus 1,6% en moyenne sur la période. Qu'est-ce qui fait varier le produit de la fiscalité ménage? Les bases, premièrement, et éventuellement les taux. Si le conseil municipal, les conseils municipaux sur la période ont décidé de faire varier à la hausse ou à la baisse les taux, c'est ce qu'on appelle l'effet taux. Au niveau de l'effet base, vous avez 2 variations. Vous avez une première variation qu'on appelle la variation forfaitaire, qui est votée en loi de finances, qui réévalue les bases chaque année. Et puis, vous avez l'évolution physique, la construction de logements sur la commune. Donc, cette fiscalité globale a peu varié, même très peu varié sur la période, puisqu'elle n'a augmenté que de 1,6% en moyenne par an. Le deuxième poste, donc dotation et participation, la DGF est passée de 2 millions d'euros à 1,8 million. C'est la période, on va dire 2014-2017, a été une période durant laquelle, à l'époque, donc le gouvernement de François Hollande a massivement baissé la DGF, puisque ce gouvernement a voulu faire contribuer, c'est comme ça que ça s'est appelé, les collectivités locales à l'effort de redressement aux finances publiques. Donc cette contribution a fait qu'en moyenne en France, la DGF des communes a été divisée par 2. La commune de Pézenas est éligible à d'autres dotations. Dans la DGF, il y a plusieurs composantes. Et donc c'est pour ça que finalement, il y a une baisse, mais qui n'est pas aussi forte qu'on peut le trouver dans d'autres communes. Donc ces produits courants ont baissé de 0,6% en moyenne. Bon, on va dire que, en gros, quand même, si je résume, ces produits courants ont été stables sur la période 11,6 à 11,9 millions d'euros sur 7 exercices. Les moins 0,6% sont quand même pas très significatifs. Donc là aussi, on vous a comparé, comme pour les charges au niveau des produits par habitant avec les mêmes communes. Donc on a vu tout à l'heure que les charges de fonctionnement par habitant étaient plus élevées. Finalement, on a la même analyse au niveau des produits. 1 395 euros par habitant pour votre commune contre 1 144 euros par habitant pour la moyenne de la strate. Donc on verra après, est-ce que ça vient des bases, est-ce que ça vient des taux, ou peut-être est-ce que ça vient des deux. On verra cette analyse. La DGF, donc 205 euros par habitant. Les produits de services et du domaine, donc essentiellement les redevances tarifaires, 140 euros par habitant. Donc, on explique cet écart essentiellement par les impôts locaux, 694 euros par habitant contre 500 pour la moyenne de la strate. D'accord ? Alors, ici, on a essayé d'analyser, comme je viens de le préciser, est-ce que l'évolution donc entre la commune et les communes comparables, est-ce que cet écart provient des bases? Est-ce que cet écart provient des taux? Et donc, on a pris ici, on a décomposé le produit global entre le produit TH, le produit foncier bâti et le produit, c'est plus marginal, foncier non bâti. Donc, vous voyez qu'à Pézenas, le taux TH faisait en 2019 22,12%.
Je vous laisse lire les taux dans les autres communes. Et en tout cas, par rapport à la moyenne de la strate, 15,29%. Donc un taux ici beaucoup plus élevé que la moyenne de la strate. Ensuite, on a regardé les bases, 1254 € contre 1393 € pour la moyenne de la strate. Donc un écart de l'ordre de moins 10%. Au niveau du foncier bâti, donc là aussi un taux plus élevé, 31,50 contre 20,96% pour la moyenne de la strate. Et donc finalement, au niveau des impôts locaux, 692 € par habitant. Donc on voit que les bases sont ici plus faibles et les taux plus élevés. Donc j'ai indiqué que la commune de Pézenas est très fiscalisée. Il y a un indicateur calculé par les services de l'État pour ça, ça s'appelle l'effort fiscal. Je n'en donne pas la définition, mais vous voyez qu'il est sur la commune égal à 1,17. Et vous avez un deuxième indicateur qui mesure également la richesse de la commune par les bases, c'est ce qu'on appelle le potentiel fiscal. Donc le potentiel fiscal, ce n'est pas le produit fiscal, puisque le produit fiscal, ce sont vos bases multipliées par vos taux. Le potentiel fiscal, ce sont vos bases multipliées par les taux moyens nationaux. Donc plus vous avez un potentiel fiscal faible, comme tout le monde a les mêmes taux, les taux moyens nationaux, plus globalement la commune a des bases faibles. D'accord ? C'est ce qu'on appelle donc le potentiel fiscal. Alors, la commune donc, est éligible à ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale et à la dotation nationale de péréquation. Donc, dans la DGF, vous avez plusieurs composantes. La part forfaitaire que tout le monde reçoit et d'autres dotations qui sont, comme je viens de le préciser, enfin je ne l'ai pas encore vraiment dit, mais j'ai un peu fait l'introduction, on va dire, pour être éligible aux deux autres dotations. Donc vous avez la DSR, la dotation de solidarité rurale, la DSU, la dotation de solidarité urbaine. Ce sont essentiellement des communes avec beaucoup de logements sociaux, des communes urbaines, et la dotation nationale de péréquation. Sans rentrer dans le détail, pour être éligible à ces dotations, il faut avoir soit un effort fiscal plus fort, on a vu que c'était le cas, soit un potentiel fiscal plus faible, et on a vu que c'était le cas. Donc, dans ce cadre-là, l'État considère que la commune a besoin d'avoir des taux élevés, puisqu'elle a des bases plus faibles. C'est pour ça que vous êtes éligible donc, à ces deux dotations notamment. Donc, du coup, j'ai noté un critère de dépendance, entre guillemets, par rapport à ces dotations, puisque si demain ou après-demain, dans un an, dans 2 ans, ces dotations étaient complètement revues ou réformées, vous pourriez, dans un cas comme dans l'autre, soit avoir des dotations qui augmenteraient, soit on pourrait penser qu'elles pourraient même être supprimées ou baissées fortement en fonction des lois de finances qui sont légiférées chaque année. Voilà, donc simplement pour tout à l'heure, je parlais de la contribution à l'effort de redressement des finances publiques, pour que vous ayez une idée quand même de ce que ça a représenté pour votre commune. En 2014, donc l'État a ponctionné la DGF de 87 000 €, puis en 2015 de 216 000 €, puis en 2016 de 218 000 €, et en 2017, la dernière année, 111 000 €. Vous voyez que ça représente quand même un poids important, enfin, en euros. C'est quand même un volume important de contribution. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles baisses, mais celles qui ont vu le jour depuis 2014, elles sont toujours là, elles existent toujours. Bon, je vais passer ici. Voilà, donc vous percevez en kilo-euros 800 000 €, enfin la DGF totale, pardon, ici, 1,8 million d'euros de DGF totale, contre 2 millions d'euros en 2014. Donc, une baisse mais pas si importante, compte tenu de ces dotations dites de péréquation. Voilà, donc des produits qui ont varié de moins 0,6% sur la période, des droits de mutation, ce qu'on peut noter, donc des droits de mutation qui ont été plutôt dynamiques, 269 000 € en 2014, 427 000 € en 2020. La DGF, j'en ai parlé. Des subventions de fonctionnement, je précise, on est en section de fonctionnement, 670 000 € en 2014, 1 100 000 en 2020. Donc une augmentation là, des subventions de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut noter? Et bien sûr, une baisse des redevances municipales en 2020. 2020 ayant été une année, comme vous le savez,
malheureusement, avec le confinement pendant 11 semaines entre début mars et mi-mai, donc évidemment, les équipements ayant été fermés, malheureusement, beaucoup de pertes au niveau de ces redevances. Voilà. Au niveau, pour terminer sur la partie produit, donc vous voyez ici l'évolution des bases. Donc des bases qui ont globalement été assez peu dynamiques, puisque en moyenne, les bases TH n'ont augmenté que de plus 1,3% par an. Quand on sait que dans les 1,3, vous avez la revalorisation forfaitaire, qui fait, on va dire, en gros autour de 1%. Donc ça veut dire qu'au niveau de la revalorisation physique, elle est extrêmement faible. Le foncier bâti a augmenté de façon un petit peu plus forte, mais néanmoins, le chiffre n'est pas très élevé, à plus de 2,1% par an. Donc, au final, le produit fiscal a augmenté de 1,6% chaque année. Donc vous voyez que l'évolution n'est pas très très élevée. Et vous avez ici donc la comparaison entre la commune et la moyenne de la strate en France. Donc la couleur sombre étant Pézenas, 22,12% pour la TH contre 15,29% pour la moyenne de la strate en France. Et donc ici, le foncier bâti et le foncier non bâti. 31,50 contre 20,96. Ce sont les chiffres que vous avez vus tout à l'heure quand on comparait les bases et les taux. Est-ce que vous avez des questions peut-être là sur la partie fonctionnement? Non, on peut poursuivre, je pense. Okay. Alors maintenant, sur la partie investissement, sans évidemment donner un avis sur les projets qui ont été menés, j'ai simplement remis chaque année les différentes rubriques là aussi des dépenses d'investissement. Donc, qu'avons-nous dans les dépenses d'investissement? Tout d'abord, les dépenses d'équipement. Dans les dépenses d'équipement, on a l'entretien du patrimoine communal, de tout le patrimoine que possède bien sûr la commune, et puis ce qu'on appelle les projets nouveaux. Donc, ces dépenses d'équipement, en kilo-euros, 1,4 million en 2014, je lis quelques années, 1,5 million en 2015, 2,3 millions en 2016, et une forte année en 2020, donc l'année passée, 6,3 millions d'euros. On a également le remboursement de la dette en capital, ce qui permet à la commune de se désendetter. Les charges financières, c'est le coût de l'argent prêté, mais là, donc, on a ce qui permet à la commune de se désendetter, entre 1 à 1,2 million d'euros chaque année. Donc la commune se désendetterait à cette hauteur, bien évidemment, si elle ne levait pas des emprunts nouveaux. Et puis, vous avez quelques dépenses financières. Alors, là aussi, donc, on les a cumulées sur la période, parce que, contrairement au fonctionnement, ça va être beaucoup plus volatile. Il y a quand même moins de notions structurelles que les charges ou les produits. Ces dépenses d'équipement, donc, à 62%, ces dépenses d'investissement, à 62%, donc ce sont des dépenses d'équipement. À 32%, un tiers, c'est le remboursement de la dette en capital. Donc, sur la moyenne sur les 7 années, la commune a réalisé donc 27,8 millions d'euros de dépenses d'investissement. On note que le niveau des dépenses d'équipement a beaucoup fluctué sur la période, 1,4 million d'euros en 2014 contre 6,3 en 2020. Donc vous voyez le graphique à droite. L'effort d'équipement a été particulièrement faible en 2017, 1,2 million d'euros, alors que dans le même temps, on le reverra quand on aura les équilibres globaux. En 2017, la commune, alors que l'effort d'équipement donc était très faible, son endettement a fortement augmenté, en l'occurrence de plus 3,7 millions d'euros. Donc là aussi, on a voulu comparer, donc on n'a pas pris qu'une seule année, puisque, comme je l'ai dit, c'est très volatile. Donc on a pris la moyenne de 2014 à 2019, on a divisé par le nombre d'années, pour avoir un chiffre beaucoup plus représentatif des communes de Clermont-Lérault, des mêmes communes que tout à l'heure, et de la même de la strate. Donc alors on note que le niveau des dépenses d'équipement est beaucoup plus faible que la moyenne de la strate. Alors là, évidemment, on n'a pas pris 2020, on a pris 2014 à 2019, puisque je n'ai pas les données nationales de 2020. Sur la période, la ville a réalisé donc 198 € de dépenses d'équipement par habitant, contre, pas le double, mais quand même un montant beaucoup plus élevé, 305 € pour la strate. Si on reprend 305 € multiplié par votre population, ça représenterait un effort d'équipement annuel de 2,6 millions d'euros. On a vu qu'on n'était pas à 2,6, mais plutôt à 1,5 million d'euros. Donc un écart
là aussi important. Et puis donc vous avez les communes de Clermont-Lérault, 257 € par habitant, Florensac et Vias, avec des investissements très importants sur cette période. Alors ensuite, on a vu les dépenses. Dernier point avant d'aborder donc les indicateurs d'équilibre, les recettes. Quelles sont les recettes de la section d'investissement? Vous avez ce qu'on appelle le FCTVA, donc qui est un fonds versé par l'État en fonction de dépenses éligibles. Vous percevez des taxes d'aménagement. La commune a réalisé quelques cessions, notamment en 2019, 1,3 million d'euros, des subventions, et la commune a levé des emprunts. Donc ça, c'est ce qu'on liste comme étant donc les recettes d'investissement de la commune. On a noté que le taux de subvention, à notre sens, est plutôt faible, voire très faible, 8% pour la ville. Donc le taux de subvention, c'est le total des subventions perçues divisé par le total des dépenses d'équipement, contre 21% pour la strate. Donc un taux là aussi qui est un rapport de 1 à 3, à peu près. Voilà pour les dépenses et les recettes d'investissement. Des questions? Non, toujours pas. Alors, maintenant, donc, après avoir vu les charges, les produits, et puis ce qui compose donc, la section d'investissement, finalement, quelle est la situation financière? Comment va-t-on l'apprécier de la commune au 31 décembre dernier? Alors d'abord, on s'est intéressé, vous savez, dans un budget primitif, vous savez, peut-être vous savez un tout petit peu, mais vous l'avez forcément entendu, qu'une collectivité locale, contrairement à l'État, ne peut pas emprunter pour rembourser sa propre dette. Hein, il n'y a pas de déficit. Si déficit il y a, c'est la Chambre régionale des comptes. L'État, finalement, qui donne un petit peu ses consignes, lui, il peut être en déficit, mais pas une collectivité locale. Donc on a voulu ici, avant d'aborder des indicateurs financiers, de vérifier simplement ce concept. Donc on l'a scindé en deux graphiques, en deux blocs. Est-ce que la section de fonctionnement est équilibrée? Est-ce que chaque année mes produits sont supérieurs à mes charges? Donc vous avez les produits en bleu dans le graphique de gauche et les charges en couleur bordeaux. Et à droite, est-ce que la commune n'a pas levé d'emprunt pour rembourser sa propre dette, auquel cas elle n'aurait pas respecté son équilibre budgétaire? Donc vous voyez que non, même si 2014, on n'était quand même pas très très loin. Donc chaque année, les ressources de la commune lui ont permis de rembourser le capital de sa dette. Donc ça, ce n'est pas une appréciation sur sa situation financière, c'est simplement de voir si elle a respecté, on va dire, ce que préconise le préfet, les services de l'État. Est-ce que les contraintes légales imposées ont été respectées? Donc ces deux contraintes ont bien été respectées par la commune. Alors, pour analyser la situation financière, on a pris trois indicateurs. Ce qu'on appelle l'excédent brut de fonctionnement. Je parlais tout à l'heure du cycle d'exploitation. Pour celles et ceux qui font de la comptabilité privée, EBE, excédent brut d'exploitation, normalement vous connaissez bien. Est-ce que l'évolution des produits courants de la commune sur la période a été plus forte ou moins forte que les charges de même nature? Donc c'est ce qu'on appelle l'excédent brut de fonctionnement. Ensuite, comme nous n'avons pris dans le BF que ce qui est courant, que ce qui est structurel, évidemment, il faut prendre le reste. Deuxième indicateur, la CAF brute, c'est l'excédent brut de fonctionnement, moins le résultat financier, moins le résultat exceptionnel. C'est ce qu'on appelle la CAF. Et enfin, troisième et dernier indicateur, la CAF nette, on repart de la CAF brute et on retire le remboursement de la dette en capital. À quoi la CAF nette va-t-elle servir? À financer au détriment de l'emprunt une partie des dépenses d'investissement. Alors il y a toujours un dilemme, un choix politique entre quel niveau d'épargne, quel niveau d'emprunt. Si au sein de votre conseil municipal, si vous décidiez de ne jamais lever d'emprunt, jamais, ça veut dire que ce sont les contribuables d'aujourd'hui qui vont tout financer par l'impôt, y compris si vous construisiez une médiathèque. Ce qui serait quand même peut-être pas forcément judicieux.
puisque la médiathèque, on peut penser qu'elle sera encore là dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, l'emprunt fait partie, au moins pour les projets nouveaux, de la source de financement. Par contre, quand vous achetez des véhicules communaux, du matériel informatique, évidemment, vous n'allez pas emprunter. C'est un peu comme si un ménage faisait un emprunt pour acheter un four à micro-ondes. Enfin, j'exagère. Et donc, on va scinder en fait l'entretien courant, qui peut être plutôt financé par la CAF, et les projets nouveaux par l'emprunt. Alors, l'excédent brut de fonctionnement de la commune, en 2020, il est de 1,7 million d'euros. La différence entre les produits courants, je le dis parce qu'après je fais une petite interrogation écrite, entre les produits courants et les charges de même nature. Il est resté stable finalement sur la période, puisqu'on a eu, on l'a vu, des produits qui ont baissé, mais au même rythme que les charges de même nature. Moins 400 000 euros pour l'un comme pour l'autre. 242 euros par habitant en 2019, donc il est sensiblement plus élevé que la moyenne des communes de la strate. Donc, finalement, quand on prend ce qui est structurel, normalement, la commune est très comparable à la moyenne de la strate. On verra ce qui va se passer après quand on va prendre les charges financières et l'annuité dans son ensemble. Donc ensuite, à partir de l'EBF, on a retiré, donc toujours en kilo euros, le résultat financier et le résultat exceptionnel. On obtient la CAF. On est sur un taux d'autofinancement entre 9 et 11%. Les services de l'État ou les analystes financiers considèrent qu'un taux d'autofinancement à minima de 10% et un taux d'autofinancement de 10% est un minimum, on va dire, à respecter pour qu'il soit, somme toute, correct, ce qui était le cas en 2020. Ensuite, on retire le capital de la dette, qui est assez élevé, et donc on obtient en 2020 une CAF nette. Alors, je peux dire quand même qu'elle est très proche de zéro, elle fait plus 42 000 euros. Ça veut dire qu'une fois payé toute l'annuité de la dette, il ne restait plus en 2020 que 42 000 euros. Et je parlais tout à l'heure de l'entretien du patrimoine. Je serais assez étonné que vous n'utilisiez que 42 000 euros pour entretenir tout votre patrimoine. 42 000 euros, c'est le prix d'une belle voiture ou de 2 belles voitures, neuves. Néanmoins, donc, tout dépend de ce qu'on appelle une belle voiture. Une CAF nette, donc, positive. Vous voyez qu'en 2014, elle était négative à hauteur de moins 220 000 euros. Donc, ce taux d'autofinancement de 11%, ça signifie que sur 100 euros de recettes de fonctionnement, la ville en a préservé 11 pour se désendetter et pour s'équiper. Et on voit qu'une fois qu'elle s'est désendettée, il lui reste quasiment plus rien. 42 000 euros divisé par la population, ça doit faire un montant assez faible, même très faible. Un niveau d'autofinancement égal à celui de la strate, 196 euros par habitant. Donc on voit qu'en 2020, je me répète, cette CAF nette est très proche de zéro, ce qui signifie que la commune, donc, même si évidemment vaut mieux plus 42 000 que moins 250 000, mais néanmoins donc un niveau d'épargne très faible. Et donc, ça veut dire qu'un niveau d'épargne très faible, un taux de subvention très faible, la commune, soit elle devra avoir un plan d'investissement très faible, soit elle va du coup faire appel à l'emprunt, puisque évidemment, moins on a d'annuités, toutes choses égales par ailleurs, plus on risque d'emprunter. Donc un chiffre qu'on juge quand même assez inquiétant, puisque une commune doit autofinancer, c'est ce que je viens de dire, donc ses dépenses d'entretien du patrimoine, véhicules et tout le patrimoine de la commune. J'imagine qu'il est quand même conséquent en termes donc de dépenses d'investissement. Alors quand on vous compare là aussi donc aux moyennes des autres communes de la strate, on note que la CAF nette est nettement inférieure à celle de la strate. En fait, c'est simple. Dès qu'on prend l'annuité, dès qu'on prend la totalité, et notamment le capital remboursé qui est élevé, on se retrouve avec des chiffres beaucoup plus faibles que la moyenne de la strate, un écart de 1 à 2. 69 euros pour la ville en 2019 contre le double pour la strate. Cet écart défavorable s'explique par donc, le très fort taux d'endettement de la commune. Néanmoins, sur la période, donc la commune a préservé 1,4 million d'euros d'épargne nette positive.
Mais donc, voilà, je me répète, hein, on peut considérer que ce volume n'a pas permis de financer une grande partie de ces dépenses d'entretien, bien au contraire. Ensuite, on a voulu, avant de passer à la dette, analyser comment les investissements ont été financés. Donc, on a cumulé vos dépenses d'équipement sur la période. On a retiré toutes les ressources FCTVA, subventions perçues par la ville. C'est ce qu'on appelle le besoin de financement. 14 millions d'euros sur la période. Comment la commune a financé ces 14 millions d'euros? Donc, on a cumulé la CAF brute. On obtient 10 millions d'euros. Ici, 10,4. Donc, en fait, la commune a financé par de l'autofinancement, si je puis dire, 70%, a couvert par de l'autofinancement à hauteur de 70%, hein, donc son besoin de financement. Et 30% par de l'emprunt, par de la variation de dette, par de l'endettement. Alors si on arrive à ce chiffre-là, je le rappelle, c'est aussi parce que l'effort d'équipement, on l'a vu, a été plutôt très faible. Hein, tout à l'heure, quand on l'a comparé avec la commune, avec la moyenne des communes de la strate. Alors, l'analyse de l'endettement et de la solvabilité. Hein. Là, on a vu comment a varié le BF, la CAF brute, la CAF nette. S'arrêter et analyser une situation financière simplement avec ces trois indicateurs, bah, ça serait incomplet, puisque il faut aller jusqu'à ce qu'on appelle la solvabilité. Si vous avez un salaire 3 fois plus élevé que votre voisin, mais que vous êtes 6 fois plus endetté, bah, vous avez une moins bonne solvabilité. Donc là, c'est un peu pareil. On va analyser certes les indicateurs d'autofinancement, on va analyser également la dette, et on va faire le rapport entre les deux. C'est ce qu'on appelle la solvabilité. En l'occurrence, on va diviser l'endettement par l'autofinancement. Combien d'années sont nécessaires à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait la totalité de son épargne brute? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans ou plus. Bon. Donc au niveau de la comparaison de la dette, on le voit, là, il ne faut pas être... ça se voit évidemment très vite. Ramené à l'habitant, le stock de dette représente plus de 2 000 € par habitant. En 2019, c'était 1 729 contre 828 € pour la moyenne de la strate. Donc là, on est du simple au double. Donc une commune qui est très endettée. Et vous voyez la variation ici de l'encours de dette depuis 2014. Alors, on a pris deux ratios pour évoquer la solvabilité que je viens d'évoquer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, c'est son stock de dette divisé par ses produits courants. Est-ce que la commune a plus ou moins de dettes que ses produits courants? Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement, c'est celui que je viens d'évoquer, le stock de dette divisé par la CAF brute. Alors vous voyez que donc, le stock de dette est passé de 13,3 millions d'euros à 18,9 millions d'euros. Il a évolué, il a augmenté en moyenne de plus 6%. Les produits courants, bah, eux, ils n'ont pas augmenté de plus 6%. On va dire qu'ils sont restés à peu près stables. Et donc, le taux d'endettement, il est passé de 111% à 163%. Ça veut dire que quand vous avez 100 de produits courants, bah, vous avez 163 de stock de dette. Les services de l'État recommandent que le taux d'endettement avoisine les 100%. Donc là, bah, évidemment, on en est quand même assez loin. C'était déjà supérieur en 2014. Ça l'est encore plus en 2020. Pour le deuxième indicateur, donc la capacité de désendettement, on ne le voit pas ici. Combien d'années sont nécessaires? Donc où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc ici, vous voyez la capacité de désendettement, le C et le D, c'est capacité de désendettement de la commune, en bleu. 14,5 années. Et les services de l'État, les lois de finances, la loi de programmation des finances publiques considèrent que jusqu'à 8 ans, c'est une solvabilité correcte. À partir d'une dizaine d'années, elle commence à devenir tendue. Et à partir supérieur à 15 ans, la commune risque même d'être en insolvabilité. Donc vous voyez que là, 14,5, on est quand même très proche de 15 ans.
hein, puisque le stock de dette, on l'a vu, a fortement augmenté sur la période, puisque j'ai listé plus 6% en moyenne par an. Il a augmenté beaucoup plus vite que n'a augmenté l'autofinancement. Alors, je ne sais pas si vous voyez les différents chiffres, mais vous aurez, j'imagine, le support. Donc, on a repris ici par rubrique tout ce que je viens d'évoquer depuis 2014, donc avec les produits courants, la fiscalité directe, indirecte, les dotations, les charges courantes, les charges de personnel, les autres charges de gestion, l'EBF, 1,7, 1,7, donc il est resté stable, le taux d'autofinancement, 9%, 11%. Tant qu'on est sur le fonctionnement, on reste sur des indicateurs corrects, mais dès qu'on prend le capital remboursé, lié donc bien sûr à la dette, ici, remboursement du capital de la dette, donc on est sur des niveaux beaucoup plus bas. Le stock de dette, donc 14,3 millions d'euros au 1er janvier 2014, 18,9 millions d'euros au 31 décembre dernier. Capacité de désendettement de 12 ans à plus de 14 années. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions, Monsieur Vogel? Bien sûr. Ne serait-ce que sur le stock de dette, est-ce qu'on peut préciser tout simplement, je ne vais pas passer sur le fonctionnement, j'y reviendrai rapidement, mais pour la clarté du débat, le stock de dette à la fin de 2020, dedans, il s'établit comment par rapport notamment à l'opération Saint-Christol, par rapport aux derniers investissements qui ont été faits, quel est le niveau du stock de dette par rapport à 2014. Si on analyse un stock de dette, il faut regarder quelle est la capacité de cette dette d'être réduite, notamment par la réalisation d'actifs, donc qui sont propriétés communales. Donc simplement, quelle est cette balance? Nous le verrons certainement au moment du compte administratif, mais l'opération Saint-Christol et l'inscription de la dette pour l'opération Saint-Christol, qui n'est pas notre fait, qui est le fait d'un acte d'acquisition signé le 20 décembre 2019, porte autour de 4 millions d'euros, 3 934 019,56 centimes, si je veux être exact, effectivement, qui pourrait être remboursé, mais qui à ce jour n'est pas remboursé, et on en débattra pendant le compte administratif, et qui présuppose que l'opération se réalise dans les conditions prévues ou imaginées. Je suis tout à fait d'accord, simplement par rapport à cette analyse, qu'est-ce qui, au 31 décembre 2020, correspond à des investissements d'avenir, donc à une dette qui finance des opérations qui sont des opérations essentielles pour la ville, notamment pour demain retrouver des recettes de fonctionnement qui soient des recettes de fonctionnement à la hauteur de la ville de Pézenas. Quant au niveau de derrière, bon, si on lance le débat effectivement sur cette, quand vous évoquez les dépenses de fonctionnement, je veux dire, c'est intéressant aussi de raisonner en grande masse. Mais par rapport à ces grandes masses-là, après, il faut rentrer dans les détails. Parce que quand vous dites 58% de frais de personnel, bon, quels sont les services qui sont mis en regard par rapport à d'autres collectivités? Vous dites, effectivement, ça dépend des villes, il y a des correctifs à faire. Le premier élément pour moi, c'est qu'est-ce qu'on met en regard de ces dépenses personnelles en termes de services à la population. Et c'est là que le choix derrière est à faire pour l'avenir de Pézenas, entre le niveau de service, bon après il y a la gestion, il y a la rigueur de gestion qu'évoquait au dernier conseil municipal Mme Sacusi, mais il y a aussi le niveau de service qui est à définir, qui est à calibrer et qui est un élément intéressant. Quand vous parlez du transfert de compétences au assainissement, au niveau des charges de fonctionnement, là on est sur le budget communal. Donc l'impact ne correspond qu'au transfert de charges essentiellement qui sont en contrepartie dans les produits de fonctionnement. Donc ça aussi c'est un élément à préciser. Je veux dire, on peut regarder ces évolutions-là, mais si on fait référence à un élément donné, il faut aussi qu'on regarde à quoi ça correspond. En l'occurrence sur l'eau et l'assainissement, ce que vous évoquez en termes de transfert de compétences n'impacte que par la refacturation entre guillemets des prestations, je simplifie aussi, au budget de l'eau et de l'assainissement, dans les deux sens, les charges supportées et les transferts de charges subis. Ensuite, sur les subventions, quand vous indiquez une réduction importante, parce que je suis sensible à cette démarche, effectivement, nous avons sur la période baissé
le niveau des subventions aux associations, mais simplement quand vous évoquez un 380 000 qui passe à près de 200 et quelques, là-dedans, il y a des opérations d'ordre comptable qui font que le niveau de subvention a baissé à cause de ces opérations d'ordre sur les 6 ans. Donc je pense que là, on est sur des analyses en grande masse qui montrent bien ce qu'on a dit depuis des années. Et je pense que on était dans des rôles différents pendant plusieurs années. On s'est retrouvé avec une critique qui était faite de la gestion municipale. Bon, ce qui a été dit, ça a toujours été que on voulait investir aussi sur des projets d'avenir qui ont, dans le passé, pas forcément été accompagnés et qui aujourd'hui doivent l'être. Bon, en ce qui concerne les subventions, on est d'accord sur le faible taux de 8%, mais il y a déjà eu une amélioration avec la conseillère départementale et la conseillère régionale qui sont autour de cette table sur le précédent mandat des capacités de discussion et de dialogue pour les subventions, mais il reste effectivement là aussi des efforts à faire en fonction du niveau d'investissement et du type d'investissement qui sera fait. Donc tout ça, c'est à regarder. Mais au-delà des grandes masses, après, si on veut avoir une analyse fine, il faut vraiment rentrer dans le détail et regarder à quoi correspond cet endettement. Aujourd'hui, il y a une situation comme hier, qui est une situation de la ville de Pézenas qui est difficile. Et moi, je reste persuadé, aujourd'hui comme hier, que ce sont les opérations d'avenir qui ont été engagées qui permettront de restaurer une situation financière qui sera tout à fait correcte pour l'avenir de Pézenas. Après, aujourd'hui, c'est à la majorité municipale, effectivement, mais on sera présent, accompagnant et vigilant qu'il incombe de faire vivre la ville. Et on espère tous que cette situation en 2020 permettra avec les investissements qui ont été préparés et le travail d'avenir qui a pu être fait, de mieux vivre demain à Pézenas. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou interventions. Je vais vous remercier d'abord pour l'objectivité de votre travail, puisque FinDev travaillait pour la ville de Pézenas avant le mois de juillet 2020. Donc, vous avez poursuivi la mission. Oui, monsieur Avant Bourget. 95. Peut-être même avant 95, vous voyez, excusez-moi, mais ma mémoire ne remonte pas jusqu'à là, mais comme ça, nous sommes dans la continuité et nous ne pouvons pas penser que nous avons pris un cabinet d'études ami ou qui nous aurait été favorable ou défavorable à quelqu'un d'autre. Je tenais à souligner l'objectivité du travail qui a été fait. À savoir que pour rentrer dans les détails, nous allons continuer à le faire avec le compte administratif tout à l'heure, mais que la Chambre régionale des comptes va nous y aider, puisqu'elle est en cours d'étude, je le redis, je crois que je l'avais annoncé au dernier conseil municipal sur la ville, donc elle amènera d'autres types de jugements et d'autres explications qui démontreront ou qui contrediront ou réorienteront votre rapport. Pour le reste, vous l'avez dit, nous avons eu ce débat régulièrement, année après année, au sein de ce conseil municipal, dans des rôles opposés. Je considère que l'audit ne dément pas ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est une commune surendettée et surfiscalisée dont nous héritons. À nous de faire en sorte qu'elle soit plus active et attractive que ce qu'elle l'a été par le passé. Merci. Je vous remercie, monsieur Baudouin. Je vous propose de passer donc au reste de l'ordre du jour avec l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er mars 2021 qui vous a été adressé. Est-ce qu'il appelle des observations? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Je vous propose de passer au point 2, c'est la convention d'adhésion Petite Ville de demain. Et logiquement, il y a un PowerPoint qui est préparé. Donc, simplement, hop, attends qu'il s'affiche, il a disparu. Voilà, donc pour vous rappeler ce qui ressort de ce dispositif Petite Ville de demain, donc on peut passer à la première diapo. Donc c'est un dispositif qui est décidé ou présenté par l'État comme un outil de revitalisation et d'attractivité des villes de moins de 20 000 habitants remplissant des fonctions de centralité.
Pézenas y répond parfaitement, qui est prévu pour durer 6 années de 2021 à 2027 et qui tourne autour de 2 objectifs essentiels, apporter des réponses sur mesure et mobiliser davantage de moyens et d'ingénierie pour ces communes-là. Donc les étapes de la candidature de Pézenas, le dispositif a été présenté par l'État à l'automne 2020. La candidature était obligatoirement portée par la communauté d'agglomération dans le cadre de candidatures collectives ou en tout cas de candidatures de territoire. Donc à un bureau communautaire décisionnel de novembre 2020, il a été décidé que Pézenas, Montagnac, Florensac, Saint-Ibéry, Bessan et Villas candidateraient. En février 2021, l'État a retenu 3 communes dans les candidates, Pézenas, Montagnac et Florensac. Le conseil municipal d'aujourd'hui donc a eu et reçu une convention type, qui est la même que celle qui a été adoptée par le bureau décisionnel de la communauté d'agglomération du 8 mars 2021. Pour la raison essentielle, c'est qu'elle doit faire l'objet d'aller-retour encore entre l'agglo, la ville et l'État, et les autres villes partenaires, parce que c'est la même convention qui doit être signée, donc elle n'est pas figée à cette heure, mais il était important d'autoriser à signer une convention pour que nous puissions, au moment voulu, pouvoir la signer et ne pas prendre de retard ou ne pas retarder les autres, sachant qu'évidemment nous reviendrons avec la convention devant le conseil municipal dès que cela sera possible et que nous avons quand même voulu, vous le verrez dans les diapositives suivantes, qu'il puisse y avoir un débat sur ceux qui rentraient dans cette convention ou ceux qui pouvaient y rentrer, sachant là aussi que c'est soumis à des arbitrages ou à des évolutions dans les discussions avec l'État, la communauté d'agglomération et plus modestement avec les autres communes parce qu'elles n'ont pas forcément un droit de regard ou un intérêt à regarder ce qui se fait dans les communes voisines ou en tout cas à influer sur ce qui se fait dans les communes voisines, sauf si nous avions des projets communs ou contradictoires. Donc les objectifs de la convention d'adhésion, c'est de préciser les besoins d'ingénierie de la commune, de dresser un état des lieux du territoire, de ses projets et de sa stratégie, de préciser les modalités d'organisation de la démarche, essentiellement les comités de pilotage ou de gouvernance, et ça fait partie de la convention de type, de déclencher les leviers de financement, l'appui en ingénierie et la possibilité de recruter le chargé de projet par la communauté d'agglomération. Donc c'est à partir du moment où cette fameuse convention sera signée que ce chargé de projet pourra être officiellement recruté par la communauté d'agglomération, sachant que son salaire est pris en charge à 75% par l'État et les 25% restants par la communauté d'agglomération. Ça permettra aussi, avant toute autre étape, de pouvoir solliciter des premiers financements ou des premières subventions explicitement dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, même si vous verrez que par la suite, nous avons 18 mois pour arriver à une convention plus aboutie. Et donc, le conseil municipal sera évidemment informé ou associé à la finalisation de cette convention. Donc les autres étapes qui nous attendent, c'est la phase d'initialisation des 18 mois qui doit conduire à cette définition d'une stratégie territoriale, de secteurs d'intervention précis et des programmes d'action, et qui amèneront à la signature de la convention cadre valant opération de revitalisation du territoire, avec les leviers juridiques et fiscaux que cela suppose, notamment en termes de fiscalité de l'immobilier, la possibilité de défiscaliser un certain nombre de travaux en soumettant des biens à la location après rénovation. Donc les éléments que nous avons souhaité intégrer dans le projet de territoire, ou nous demandons à l'État, dans cette réflexion commune, d'intégrer dans le projet du territoire, d'abord c'est le périmètre d'intervention qui nous paraît important de définir sur la ville du XXe siècle, puisque nous estimons qu'une partie du rôle de centralité de Pézenas, c'est ses services publics, c'est sa communauté scolaire importante et donc les équipements qui vont avec, qu'il serait dommage que le territoire pris en compte n'aille pas jusqu'aux cités scolaires et aux plateaux sportifs qui servent et qui sont utiles à ces cités scolaires et également aux services publics qui peuvent être périphériques dans cette ville du XXe siècle. Les enjeux que nous avons donc définis ou que nous souhaitons définir, le premier est agir en cohérence, et nous le verrons par la suite. C'est une première liste d'études que nous supposons ou présupposons utiles pour la ville, certaines ayant été inscrites déjà dans le rapport d'orientation budgétaire et seront inscrites dans le budget 2021. Vous verrez que d'ailleurs les autres points, vous retrouverez le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu. Améliorer le cadre de vie et l'habitat, entretenir la dynamique économique et commerciale, accroître l'attractivité patrimoniale, culturelle et touristique de la ville, rénover les équipements sportifs et de loisirs, miser sur la transition écologique et sur de nouvelles mobilités.
Donc pour l'amélioration du cadre de vie, c'est l'OPAE-RU de l'île aux Raspail, c'est l'aération des rues du Docteur Martin et du Marteau avec 3 immeubles qui avaient été, ou maisons qui avaient été achetées par le passé et qui étaient promises à la démolition pour y créer une place. C'est la phase opérationnelle de la traversée urbaine, donc depuis Montpézier jusqu'à Montpellier, et d'abord pour la première tranche du rond-point de la Paix jusqu'au carrefour de la Vierge. C'est des rénovations en lien avec la traversée urbaine, la rue Victor Hugo, le haut de la rue Conti, la place du 14 juillet et la place Gambetta. C'est maintenir ou ramener les services publics en cœur de ville, au sein de la cité administrative, et c'est les travaux que nous avions déjà indiqués pour le 10 rue Massillon pour y installer le CCAS. Entretenir la dynamique commerciale et économique, donc c'est la poursuite de la politique d'acquisition de locaux dédiés principalement aux artisans d'art. C'est de développer une politique de formation autour des métiers d'art et de la restauration du patrimoine. C'est une réflexion plus poussée et des actions autour de l'acquisition du 4 rue Jean-Jacques Rousseau, sachant une partie avait été acquise par préemption au mandat précédent, contesté en justice, et que la ville a été déboutée en justice de la contestation des acquéreurs. Donc nous sommes en discussion avec eux pour connaître leurs intentions finales et avoir une négociation. Et c'est une étude peut-être plus fine sur les enjeux commerciaux, notamment post-crise sanitaire et économique. Accroître l'attractivité patrimoniale, culturelle et touristique, c'est la rénovation de l'îlot de la maison consulaire, c'est les travaux à poursuivre du musée Vuillot-Saint-Germain, c'est l'aménagement du théâtre de verdure pour une plus grande utilisation durant la saison estivale, c'est une réflexion à conduire sur l'hôtel de Pérat. Nous avons eu ce débat au précédent conseil municipal, dont la ville n'est propriétaire qu'à 49,5% des parts. Donc savoir exactement dans quelles conditions elle pourrait être soit propriétaire du reste, soit copropriétaire, mais avec un projet autour de l'hôtel de Pérat. C'est le potentiel culturel que nous pensons peut représenter la friche qui est actuellement propriété de l'hôpital local entre l'avenue Émile Combes et l'impasse Pillement, notamment, pourquoi pas, pour y déplacer le cinéma dans un futur. Rénover les équipements sportifs et de loisirs, donc c'est la poursuite de la rénovation des équipements du stade municipal. La réflexion sur le devenir, soit une rénovation sur place, soit un aménagement du stade synthétique Michel Battal. La rénovation des espaces de tennis de Castelsec, c'est aussi des équipements de proximité pour la jeunesse, rendus notamment indispensables avec l'arrivée du Lidl sur le site de l'ancien skatepark, qui fait que au courant du mandat, il faudra compenser par de nouveaux dispositifs ou outils, en tout cas, ce skatepark qui a disparu. Miser sur la transition énergétique et de nouvelles mobilités, donc c'est la rénovation énergétique des bâtiments communaux, c'est l'ouverture au public du parc de la butte du château, c'est l'étude pour la désimperméabilisation des cours d'école, c'est le diagnostic du foncier agricole et l'installation d'agriculteurs pour une production de proximité dont on a commencé à travailler avec Terre de Liens suite à l'adoption de la convention au dernier conseil municipal. C'est la réalisation de jardins familiaux. Un schéma de circulation douce avec la réalisation de pistes cyclables et la diminution de la vitesse pour une ville apaisée. Et c'est la réflexion sur de nouveaux espaces de stationnement, notamment en périphérie, pour limiter l'usage de la voiture en cœur de ville. Les besoins donc d'ingénierie estimés, et c'est là où nous espérons que Petite Ville de demain fera la différence. Donc sur les actions réellement en cours, c'est l'étude de calibrage sur l'OPAE-RU de l'île aux Raspail, qui dans ses estimations est plus onéreuse que ce qui était prévu. Donc déjà le conseil communautaire a sollicité le département pour une nouvelle subvention. Et nous espérons que l'État y concourra aussi. C'est l'étude de préfiguration urbaine dont nous avons débattu au dernier conseil municipal dans le rapport d'orientation budgétaire et qui sera inscrite au budget. C'est une mission de maîtrise d'œuvre pour la traversée urbaine. C'est la mission de maîtrise d'œuvre pour le 10 rue Massillon. C'est une charte de terrasse et des enseignes pour le cœur de ville. Donc encore les besoins d'ingénierie estimés sur les actions en cours. Donc c'est la mission de maîtrise d'œuvre qu'il faudra engager sur l'îlot de la maison consulaire. C'est l'étude sur le préau sportif et les potentialités de l'espace de Castelsec qui était également dans le rapport d'orientation budgétaire. C'est l'étude sur la désimperméabilisation des cours d'école, le schéma directeur des mobilités, l'étude de préfiguration du pôle d'échange multimodal également pour passer dans une phase active, et la convention et les études avec l'association de Terre des Liens que nous avons adopté au dernier conseil municipal. Les besoins d'ingénierie que nous estimons pour des actions nouvelles à engager, donc c'est cette étude de diagnostic sur le commerce et sur la stratégie commerciale que j'évoquais précédemment. C'est une étude sur le potentiel et la préfiguration du 4 rue Jean-Jacques Rousseau si nous pouvions aller à l'acquisition totale
et si l'acquisition totale se justifie. C'est l'étude donc pour la réfection intérieure et la muséographie du musée Vuillot Saint-Germain. Après les façades et les menuiseries, il faudra passer à l'étape supplémentaire. C'est une étude de préfiguration d'un lieu dédié au patrimoine culturel et immatériel. Les associations intervenant dans ce domaine portent un projet ambitieux ou espèrent porter un projet ambitieux. Mais nous avons besoin là de l'ingénierie pour le configurer et pour travailler à son financement. Et c'est l'étude évoquée précédemment sur la friche de l'hôpital, soit pour un projet culturel, soit en tout cas parce que c'est un foncier qui reste quand même intéressant en cœur de ville et qui, s'il devait être cédé par l'hôpital, il serait certainement plus intéressant qu'il soit cédé à la ville pour y porter un projet qui soit culturel ou économique ou à vocation de logement. Simplement préciser que a priori, Petite Ville de demain ne sera pas l'empilation d'un dispositif nouveau, mais il devrait être c'est un dispositif nouveau, mais qui va être complémentaire d'autres dispositifs, notamment par le choix de la région Occitanie de faire une complémentarité avec le dispositif Bourg-Centre, afin que les programmes opérationnels soient communs, que la gouvernance pour une demande de subvention, il n'y ait pas X dossiers à remplir dans des collectivités différentes, mais que si possible, il y ait une seule porte d'entrée, quand évidemment les dispositifs le supposent et sont direct pour la collectivité, celui de la récupération, gardiennage, destruction des véhicules non réclamés ou déclarés en épave. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 4, toujours René Verdeil, c'est l'avenant de la prolongation de la délégation de service public fourrière automobile pour 6 mois, le temps d'accomplir l'autre procédure. Tout à fait. Il est rappelé au Conseil que la ville a signé une convention de délégation de ce service public le 12 avril 2018, pour une durée de 12 mois, renouvelable 2 fois. La convention prend donc fin le 11 avril prochain. Il est exposé au Conseil municipal qu'il n'a pas été possible de relancer une procédure dans les temps. Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur une autorisation du maire a signé un avenant de prolongation, soit jusqu'au 11 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 5, c'est le bilan annuel de la fourrière de Pézenas 2020, donc de cette délégation de service public. René Verdeil, à nouveau. Merci, monsieur le maire. Il est rappelé au Conseil que la commune a signé une convention de délégation de service public, je viens de vous le dire, avec la société Delvaux Dépannage. L'article 20 de cette convention indique que le délégataire doit présenter avant le 31 mars de chaque année un rapport de son activité sur l'année précédente. Vous l'avez eu, vous l'avez lu, je suppose que vous avez tout compris. Il est donc proposé au Conseil de prendre acte du rapport 2020 de ce document. Est-ce que sur le document soumis au Conseil, il y a des questions particulières? Donc, puisqu'on prend acte, je ne le passe pas aux voix. Le point 6, c'est la convention de partenariat entre le département et la ville pour la diffusion de données ouvertes et intelligentes. Quel beau titre. C'est Manu Bourguin qui va le présenter. Merci, monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec le département de l'Hérault en vue de la diffusion des données publiques de la commune relatives à l'économie, au social, au sanitaire et à l'environnement. Depuis la loi République numérique du 1er octobre 2018, cette diffusion en données ouvertes est obligatoire pour les collectivités de plus de 3500 habitants et 50 agents. Au-delà de l'obligation légale, cette diffusion représente pour la commune et les autres collectivités un enjeu vertueux. Un enjeu vertueux, afin de propulser de nouvelles ressources en faveur de l'économie sociale et solidaire, d'améliorer la transparence des politiques publiques et la relation avec le citoyen, de promouvoir l'action publique et de simplifier l'usage des données. La convention permet à la ville de bénéficier gratuitement d'un service de diffusion au travers du nouveau portail mis en ligne par le département en partenariat avec la région. Le Conseil est informé qu'une gouvernance sera mise en place avec la désignation d'un représentant pour le comité de pilotage et en interne d'un référent technique. Il est proposé au Conseil, outre la signature de la convention, que M. Manuel Bourguin, donc moi-même, soit désigné comme représentant de la commune.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 7, c'est la convention de partenariat avec l'association Léo Lagrange Méditerranée et la ville de Pézenas. Je propose à Aurélie Mialon de le présenter. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de partenariat avec l'association Léo Lagrange Méditerranée pour l'organisation de formations BAFA sur la commune de Pézenas. La convention est établie pour une durée d'1 an et sera renouvelable par tacite reconduction 3 fois. Dans le cadre de cette convention, la commune de Pézenas s'engage à mettre à disposition de Léo Lagrange Méditerranée le local situé au camping Campotel à un tarif préférentiel de 850 € pour une formation générale. Le coût de la formation générale BAFA tout public est de 370 €. Dans le cadre de ce partenariat, le coût pour les jeunes résidents à Pézenas et dont l'inscription est faite par les services de la ville de Pézenas est de 300 €. Lieu de résidence sur présentation de justificatif de domicile. Pour son travail d'accompagnement, la ville facturera des frais de dossier à raison de 70 € par jeune inscrit par ses soins, afin de soutenir les actions de Léo Lagrange Méditerranée auprès des jeunes de la commune. Il n'y aura pas de frais facturés pour les jeunes résidents à Pézenas. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres centres de formation? À ce jour, non, c'est les seuls qui nous aient contactés, mais on peut mettre en place le dispositif avec d'autres. Hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui nous intéressait, c'est à la fois le fait que ça se fasse à Pézenas, que ça puisse être générateur de revenus pour le Campotel ou pour la commune, mais surtout qu'il y ait un delta dans le prix payé par le Picénois par rapport au prix classique. Et donc, c'est pour ça que les frais de dossier sont pas pris en compte pour les Picénois, en tout cas ne seront pas facturés pour les Picénois, afin de descendre à une somme un peu plus basse. Mais s'il y avait d'autres organismes qui nous sollicitaient, pour ça, pour le BAFA comme pour d'autres dispositifs, hein, et que ça rentre dans le cadre du Campotel, il est vrai que pour un BAFA, c'était plus facile parce qu'il y a aussi un partenariat imaginé avec le centre de loisirs, mais c'est tout à fait possible de le répercuter ou de le faire avec d'autres organismes, que ce soit pour le BAFA ou pour une autre formation qui aurait lieu là, dans le cadre de la salle et des usages respectifs et à la fois du Campotel et de Castelsec pour pas que ça vienne perturber le fonctionnement des deux. D'accord. Parce qu'il fut un temps où on avait eu, à l'époque, où j'étais au centre de loisirs, on avait eu un accord avec les CMEA, à l'époque où, avec le prêt comment ça s'appelle, le prêt du Campotel, donc il y avait des formations qui étaient gratuites pour les jeunes. D'accord. C'était peut-être sympa à relancer. Je parle de ça il y a 15 ans en arrière, hein, donc voilà. Et ce serait peut-être bien aussi de voir que si ces jeunes ont une formation gratuite, de rendre un service à la commune à la hauteur de la formation. Ce qui permettrait aussi de limiter les emplois saisonniers et d'avoir une continuité dans la formation sur site. L'idée quand même essentielle, c'est que, enfin essentielle, pas essentielle, mais c'est qu'ils puissent faire leur stage au sein du centre de loisirs par la suite, même avec le partenariat Léo Lagrange. Bien qu'on ne l'impose pas, il y a un rapport intelligent à établir pour que les jeunes qui soient formés ici puissent continuer au sein du centre de loisirs leur formation en tant que stagiaires. Merci. Merci à vous. S'il y a d'autres questions ou pas, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Donc on passe à la partie financière et à la longue intervention de René Verdeil, assistée et complétée par Frédéric Roy. Et le point 8, c'est l'état des restes à réaliser 2020 à reprendre sur le budget principal. Donc, sur l'état des restes à réaliser, comme on va les reprendre effectivement, Monsieur le maire propose au vote du conseil municipal les états des restes à réaliser 2020 à reprendre sur le budget commun et sur les budgets annexes. Vous avez eu les documents, on ne va pas forcément les détailler. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, des remarques sur l'état des restes à réaliser? Présentation. Donc je la passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 9, c'est le vote des comptes de gestion du trésorier municipal. René Verdeil, toujours. Merci. Donc nous allons parler de la gestion de la commune avec le compte de gestion et le compte administratif.
Donc tout d'abord, un rappel des obligations en matière comptable et financière. Le compte de gestion doit être établi par le trésorier avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, et avec le compte administratif, ils doivent être votés avant le 30 juin qui suit la clôture de l'exercice. Il y a un compte de gestion et un compte administratif car il y a séparation entre l'ordonnateur, la commune, et le payeur, le comptable public fonctionnaire d'État. Le compte de gestion est donc établi par le comptable public, le compte administratif est quant à lui établi par le service financier de la commune, sous l'autorité de l'ordonnateur. Concernant le compte de gestion, son vote doit intervenir obligatoirement, et j'en avais fait la remarque lors du précédent mandat, avant celui du compte administratif. En effet, l'Assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans disposer des comptes de gestion correspondants. C'est le Conseil d'État du 3 novembre 1989 qui l'avait indiqué. Une précision maintenant, il est envisagé par l'État de remplacer ces deux documents par un compte financier unique, CFU. Celui-ci est actuellement en phase d'expérimentation par des collectivités qui ont répondu à un appel à candidature en 2019. Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, donc c'est très prochainement, la nouvelle présentation des comptes locaux. J'ai posé une question au comptable public lors de la commission des affaires générales pour lui demander, compte tenu de cette évolution, qui aurait la responsabilité de l'établissement du compte financier unique. Après s'être informé, puisqu'il n'avait pas la réponse immédiatement, il a indiqué que c'était l'État, c'est-à-dire le comptable public. Donc nous verrons d'ici 2024 de quelle façon tout ça évolue. Ensuite, je voudrais dire que la situation sanitaire ainsi que les modifications du calendrier électoral ont conduit à des adaptations qui nous ont amenés à voter le 29 juillet 2020 le compte administratif 2019 de l'ancienne majorité municipale. Aujourd'hui, nous allons adopter le compte de gestion et le compte administratif de l'année 2020 qui ne sont que pour moitié ceux de la nouvelle majorité municipale qui n'a été installée qu'il y a un peu plus de 8 mois. Pratiquement 9. Je veux mettre l'accent sur 3 points avant de passer la parole à M. Roy qui présentera le PowerPoint avec l'ensemble des comptes administratifs. Tout d'abord, certaines dépenses inscrites au budget primitif 2020 par la précédente majorité ont été réarbitrées. Il en est ainsi de prévisions liées aux acquisitions immobilières. Une préemption a été initié le 11 février 2020 sur les parcelles AH 360, 198 et 199. Ces parcelles étant destinées à faire passer un écoulement venant de l'opération Saint-Christol, il est apparu qu'il n'était pas nécessaire d'acquérir la totalité de ce qui était à la vente. L'acquisition n'a donc pas été réalisée en 2020, ce qui a conduit à économiser 230 000 € et à améliorer le déficit d'investissement. Ensuite, la recherche active de subventions entreprise depuis le deuxième semestre de l'année 2020 par la nouvelle majorité a permis d'obtenir environ 437 000 € de subventions supplémentaires du département, de la région et de l'État. Au 31 décembre 2020, le taux de subventionnement se porte à 43% des dépenses d'équipement, en forte progression par rapport au taux de subventionnement perçu par la ville sur la période 2014-2019, 12% des dépenses d'équipement, ça vous a été évoqué tout à l'heure lors de la présentation de l'audit. Enfin, concernant Saint-Christol, par convention du 5 avril 2011, la ville a confié pour 8 ans à l'établissement public foncier Occitanie une mission d'acquisition foncière en vue d'une opération d'aménagement principalement dédiée à l'habitat. L'article 5.5 de la Convention prévoyait qu'à défaut d'avoir désigné un aménageur dans le temps du portage, la ville avait l'obligation de racheter à l'EPF les biens acquis. Par acte notarié du 20 décembre 2019, la ville a acquis les 10 biens pour un montant total de 5 649,78 €, se décomposant en domaine Saint-Christol 995 868,48 €, parcelle de terre 4 5 780,30 €. Cet acte de vente prévoyait l'échéancier de paiement suivant.
Décembre 2019, 200 000 euros. 1er avril 2020, 200 000 euros. 1er avril 2021, c'est-à-dire après-demain, 4 601 649,78 euros. Ainsi, conformément aux dispositions de l'acte de vente, la ville s'était engagée à verser à l'EPF au 1er avril 2021 le solde des terrains pour le montant que je viens de vous indiquer, 4 600 000 et un peu plus. Afin de différer cette échéance, la nouvelle majorité a entrepris des négociations avec l'EPF pour obtenir un nouvel échéancier de paiement. Le conseil d'administration de l'EPF, par délibération du 4 mars 2021, a approuvé ce nouvel échéancier. Au plus tard, le 31 décembre 2021, au moins 850 000 euros. Au plus tard, le 30 septembre 2022, 850 000 euros. Et 1er avril 2023, le solde, soit 2 234 019,56 euros. Voilà pour ce qui concerne les remarques que je voulais faire. Ceci étant acquis par rapport à Saint-Christol, nous travaillons avec nos partenaires de la CEMOP Saint-Christol afin de lui transférer l'essentiel de cette dette, mais nous reparlerons de ça au budget. Si maintenant on peut présenter M. Roy le PowerPoint, merci. En remerciant M. Roy et les services financiers, bien évidemment, de tout le travail accompli pour qu'on avance sur les finances de la ville. Alors bonsoir, donc moi je vais vous faire la présentation des comptes administratifs 2020. Donc cette présentation ne constitue pas une analyse financière, mais la présentation de l'exercice, enfin du solde d'exécution de l'exercice 2020. Donc il y aura effectivement des concepts redits, évoqués avec le cabinet Finandev, donc je serai plus léger sur ces concepts-là puisqu'ils ont été bien expliqués. S'il y a ensuite des questions, il n'y a pas de souci pour y répondre. Cette présentation aussi des comptes administratifs intègre la totalité des budgets de la ville, donc c'est une présentation qui est consolidée. Donc au niveau du cadre budgétaire de la ville de Pézenas, donc budgétairement la ville est organisée sur 6 budgets, un budget principal qui est le budget de la ville et 5 budgets annexes n'ayant pas d'autonomie juridique et financière qui sont donc le parking, le budget du camp hôtel, du cinéma, le budget du théâtre et le Desgranges qui a été Desgranges 2 qui a été clôturé au 31 décembre 2020. La présentation des grands équilibres et la synthèse donc consolidée des résultats fait apparaître en 2020 en section de fonctionnement un résultat net de 2 973 000 euros, 469 732 euros de résultats propres à l'exercice 2020. Donc 2 973 000 euros de résultats excédentaires sur la section de fonctionnement qui doivent couvrir le déficit d'investissement, mais on parle de besoin de financement, de 473 642,44 euros. Donc on a un résultat global de clôture de environ 2 500 000 euros, 2 499 000 euros. Au niveau de l'analyse de la dette, donc sur la gestion de la dette globale, ville, donc budget principal et budget annexe, donc on a un stock de dette bancaire qui est de 15,14 millions d'euros au 31 décembre 2020. La quasi-intégralité est supportée à 98% par le budget principal, donc qui porte 14,94 millions d'euros. Une durée résiduelle de dette de 13 ans et 2 mois sur l'ensemble des contrats. Donc une progression de l'endettement entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 de 1,38%. Donc on était au 31 décembre 2019 à 14,938 millions d'euros. Une dette par habitant, comme il vous l'a été présenté, donc plus forte que la moyenne des communes de la strate. Et une stock de dette globale en intégrant les opérations foncières de Saint-Christol de 19,08 millions d'euros. La dette bancaire de la ville donc, est structurée autour de 29 contrats. Ces 29 contrats donc, représentent un stock de dette de 14 942 810 euros pour un taux actuariel global de 3,17%. Donc la dette est structurée donc, au niveau des taux fixes à 75%, donc 75% des contrats sont des contrats à taux fixe.
quasiment 20% sont des emprunts à taux structurés, donc variables. Le livret A, on passe puisque c'est dérisoire, et des emprunts sur taux monétaire, donc qui sont des taux variables purs sur lesquels, donc, en 2020, la ville a payé 0% d'intérêt dessus, compte tenu de la faiblesse des taux. Donc, cette structure de dette, elle doit aussi s'analyser au niveau de sa sécurité, ou de sa sécurité. Donc, l'État a mis en place à la suite de la crise des subprimes et aux divers emprunts toxiques qui avaient été vendus par un établissement bancaire aux collectivités territoriales, une charte Gisler qui classifie les différents contrats de prêt en fonction de leur niveau de risque, le risque le plus bas étant le risque 1A, et on peut aller jusqu'au 6F. Alors on va pas sur le graphique compte tenu de l'éclairage, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que 80% de la dette de la ville se situe en 1A, donc pour 12 millions 100 d'encours, donc une dette très sécure, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'emprunts à taux fixe. Ensuite, 20% de dette qui n'est plus de l'ultra sécurisé, mais qui reste quand même sûr, donc on est sur du 1B et du 2A, vous voyez, très éloigné du niveau de risque le plus élevé qui est classifié par cette charte. Au niveau des opérations de gestion qui ont eu lieu en 2020, donc la ville a souscrit un contrat auprès de la Banque Postale pour 1 500 000 €, donc c'est un contrat à taux fixe 0,76% conclu sur 20 ans. L'annuité de la dette a représenté en 2020 1 907 789 €, dont des composantes de parts. Le capital pour 1 395 000 € et les intérêts pour un peu plus de 500 000. L'autre opération de gestion sur 2020, c'est la renégociation d'un emprunt Dexia sur une durée résiduelle de 4 ans, avec un passage à taux fixe à 0%. Donc, durant les 4 ans à venir, la ville ne payera aucun intérêt sur cet emprunt. Donc là, il nous a semblé important de détailler en fait les opérations foncières de Saint-Christol, donc qui concourent à faire augmenter le stock de dette, mais qui n'est pas de la dette bancaire, qui est une dette assimilée. Donc, M. Verdet vous a fait la présentation sur le cadre global. Donc, il a été par acte notarié intégré dans l'actif de la ville pour 5 millions d'euros d'opérations foncières, déclinées donc sur le domaine Saint-Christol à 995 000 €, et les parcelles de terre à 4 5 781 € TTC. Donc pour un total de 5 millions 1, avec 2 acomptes qui ont déjà été versés par la ville en 2019 et en 2020, donc un paiement du solde qui était prévu au 1er avril 2021, mais qui nous a été expliqué qu'il sera décalé, donc de 3 934 000 €. Ces 3 934 000 € qui ont été consentis en termes d'échelonnement de paiement s'assimilent à de la dette. C'est de la dette qui a été contractée pas auprès d'un établissement bancaire, mais auprès d'un établissement public administratif. Donc un stock de dette qui est majoré compte tenu de cette opération de 3 934 019,56 €. Donc après avoir évoqué la dette, on analyse les comptes administratifs en mouvement réel. On a évacué tout ce qui est opérations d'ordre, qui sont des opérations équilibrées pour bien appréhender l'exécution financière réelle. Donc, les recettes réelles de fonctionnement consolidées, tout budget, représentent en 2020 donc 12 483 000. Le constat primaire qu'on peut faire, c'est qu'il y a une diminution des recettes réelles de fonctionnement de moins 2,57%, donc c'est environ 400 000 €. La plupart des recettes réelles sont portées sur les impôts et taxes, la fiscalité, dont on peut voir que le dynamisme est faible. Ça vous a été présenté sur une période plus longue d'analyse de 2014-2020, mais qui se confirme également entre 2019 et 2020. Donc, on n'augmente pas au niveau des impôts et taxes. Les produits des services et du domaine et les autres produits de gestion courante connaissent entre 2019 et 2020 une baisse relativement importante, compte tenu de la crise sanitaire majoritairement.
Les autres produits de gestion courante comptabilisent les revenus locatifs, donc sur lesquels il y a eu des exonérations de loyers qui ont été consenties. Et les produits des services et du domaine comptabilisent toutes les recettes liées à la tarification des services publics. Cantine, périscolaire, extrascolaire, les droits de place. Donc ces deux postes de recettes ont été fortement impactés par l'année 2020 et par la crise sanitaire. Leur répartition sur la totalité du budget, donc les impôts et taxes, portent donc sur 61% du budget, auquel si on y agrège les dotations et participations, donc tout ce qui est dotation globale de fonctionnement, les dotations de l'État et les dotations aussi d'organismes extérieurs, autres que l'État, mais de partenaires financiers, comme la caisse d'allocation familiale, représente 85% du budget. Donc ça montre la forte dépendance de la ville à ses ressources, aux ressources externes, État et fiscalité. Au niveau des ressources internes, donc qui est vraiment le produit de son activité, de ses services publics, ne porte que donc sur 11% des recettes réelles de fonctionnement. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc en 2020, elles sont arrêtées à 10 697 872,97 €. On a décliné en fait le comparatif 2019-2020 entre le budget principal et la présentation consolidée telle qu'elle est faite depuis le début de la présentation. Donc si on est sur une présentation agrégée et consolidée de l'ensemble des budgets, on a une stabilisation, on va dire, ou une très légère baisse des dépenses réelles de fonctionnement de moins 0,5%, puisqu'on intègre des budgets annexes qui n'ont pas fonctionné sur l'année 2020, le cinéma, le camp hôtel, le théâtre, donc qui participent et qui concourent à la baisse ou à l'atténuation des dépenses réelles de fonctionnement. Toutefois, si on compare budget principal à budget principal entre 2019 et 2020, on voit une progression des dépenses réelles de fonctionnement. La plus forte progression des dépenses réelles de fonctionnement, elle porte donc sur les charges de personnel, donc le poste déjà le plus important du budget, donc une augmentation de 2,59%. Au niveau des autres lignes de dépenses réelles de fonctionnement, les autres charges de gestion courante connaissent une baisse liée fortement à la non-attribution de certaines subventions aux associations qui étaient des subventions événementielles. Et donc, compte tenu de la crise sanitaire, les événements ne sont pas déroulés, donc les subventions n'ont pas été versées. Au niveau de la structure des dépenses réelles de fonctionnement, donc 56% sont portés par les charges de personnel. Si on intègre, ou on agrège, je vais dire plutôt, les charges de personnel aux charges financières, 5%, on a un ratio de rigidité des dépenses de 61%. Donc le ratio de rigidité des dépenses est un indicateur qui mesure la non-possibilité d'agir à court terme sur les dépenses réelles de fonctionnement, c'est-à-dire que prendre des actions rapides en termes d'économie, considère que ce ratio met en lumière le fait qu'il est faisable de faire cette opération uniquement sur 39% des dépenses réelles. Suite après avoir présenté donc les mouvements, on aborde la partie, on va dire, plus analytique, donc les soldes intermédiaires de gestion, donc c'est les concepts qui vous ont été évoqués, donc c'est une présentation aussi qui est consolidée. Donc 3 soldes intermédiaires de gestion principaux, l'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette. Je pense que tout le monde a saisi ce que c'est. Ce qu'on peut voir en termes d'évolution entre 2019 et 2020, c'est qu'on a un effondrement de l'ensemble des épargnes. Autant l'épargne de gestion et l'épargne brute perdent entre 20 et 30%, mais compte tenu du remboursement du capital de la dette, donc on a une épargne nette qui est très proche de zéro, c'est-à-dire que après avoir remboursé ses emprunts à capital, la ville autofinance 38 000 €, on va dire, pour ses investissements. Et donc on a une baisse de l'épargne nette on a perdu quasiment la totalité de l'épargne nette, 95% de moins. Si on rapporte ça à l'encours de dette dont on a vu qu'il a évolué en
entre 2019 et 2020 de manière positive, on a une capacité de désendettement de 11,36%. 11,2, enfin, excusez-moi, pas 11,36%, 11,36 années. 11,2 années uniquement sur le budget principal. Si on intègre les dettes du budget annexe du camp hôtel et du parking, donc on est à 11,36 années. Savoir que la limite haute consentie par les analystes financiers, c'est 12 ans, et également par l'État. Donc pour illustrer cette planche précédente, donc on voit sur le premier graphique donc une baisse des épargnes globales, une baisse encore plus importante de l'épargne nette pour arriver à zéro. Et donc compte tenu de l'augmentation de l'encours de dette, où on est à plus de 15 millions, on a une augmentation forte de la capacité de désendettement, pour être quasiment à 12 ans. Ensuite, on aborde la section d'investissement. Donc, les recettes réelles d'investissement représentent donc 2 422 074,10 €. Le plus gros poste de ressources en termes d'investissement sur le budget 2020 donc, et les emprunts, qui portent 66% des recettes réelles d'investissement, et les excédents de fonctionnement capitalisés, donc qui sont l'autofinancement obligatoire servant à couvrir le déficit de 2019, le déficit d'investissement de 2019. Donc, au niveau de leur structure, effectivement, donc, les emprunts représentent la plus grosse partie, agrégée donc aux excédents de fonctionnement capitalisés, mais à 90% de ressources d'investissement sur ces deux postes budgétaires. Un focus sur les subventions d'investissement qui ont été notifiées à la ville en 2020. Donc, sur l'ensemble des subventions d'investissement notifiées à la ville pour un volume d'à peu près 980 000 €, 166 600 € ont été réalisés, donc encaissés par la ville, et 816 392 € de subventions seront reportés sur les budgets de 2021 et seront encaissés lorsque l'ensemble des opérations étant subventionnées seront clôturées. Un petit focus sur le taux d'exécution des dépenses d'investissement, donc qui rapporte en fait les prévisions budgétaires de leur réalisation. Donc on voit qu'en 2020, on a un taux d'exécution des dépenses réelles d'investissement de 40%, donc on peut considérer qu'il est relativement faible. Donc l'année 2020 a été particulière à deux titres. D'une part, tout le monde le sait, la crise sanitaire. L'autre aussi, tout le monde le sait. L'autre motif, ce sont les élections municipales qui ont fait que la nouvelle majorité s'installant, l'ensemble des projets n'ont pas été activés de suite et d'autres types de dépenses ont également été réarbitrés. Donc cela concourt à une faiblesse des taux d'investissement, mais on va dire que c'est relativement classique dans le cycle de financement des collectivités territoriales. Les dépenses d'investissement, donc par fonction, les fonctions sont une représentation des politiques publiques, une nomenclature qui est fixée par l'État. Donc 28% des dépenses d'investissement relèvent des aménagements et services urbains. On détaillera rapidement sur la planche suivante ce que ça représente. 26% représente le sport et jeunesse, 22% les interventions sociales et santé. Et ensuite, globalement, donc c'est sécurité et salubrité publique pour 5%, et l'administration générale de la collectivité, donc c'est tout le renouvellement de matériel divers pour permettre à la collectivité de fonctionner. Les principaux projets financés par le budget en 2020, donc c'est les travaux de la piste d'athlétisme pour 878 000 €, donc 404 000 € de report donc, qui ont été présentés dans l'état des restes à réaliser précédemment. La réalisation de l'avenue Camille Guérin pour 230 000 €. La réalisation d'aires de jeu, de 3 aires de jeu pour environ 150 000 €, et l'extension de la vidéoprotection pour un peu plus de 82 000 €. Donc, après avoir analysé les mouvements
la dette, les soldes intermédiaires de gestion, il faut encore aller regarder ou s'attacher à surveiller les engagements hors bilan. Donc, il y a la ville de Pézenas a 2 types d'engagements hors bilan. Le contrat de partenariat public-privé, conclu en 2013, et de la dette garantie. Donc, la dette garantie, c'est la faculté pour une collectivité d'accorder une caution à une personne morale, de droit public ou de droit privé, pour réaliser des opérations d'intérêt général. Le fait de bénéficier donc de cette retenue de garantie permet à la personne morale garantie soit de bénéficier de taux d'intérêt plus favorables, soit pouvoir accéder à de l'emprunt. Donc il y a 5 emprunts garantis, la ville a garanti 5 emprunts, 3 pour le compte de l'OPH et Habitat pour la réalisation de logements sociaux, 1 pour la calandrette d'Elpolinette pour la construction d'une école et 1 pour l'association Assemblée de Dieu pour la construction d'un lieu de culte. Le contrat de partenariat public-privé qui est l'autre type d'engagement hors bilan, donc on est sur un encours de dette au 31 décembre de 1 462 000 qui est intégré dans le stock de dette global qui vous a été présenté précédemment et une durée résiduelle de 8 ans encore sur ce contrat. Donc pour conclure, on peut dire que l'exercice 2020 donc, est marqué par une forte dégradation de la situation. Donc avec 3 principaux axes qu'on a pu relever, donc une faiblesse de la réalisation des dépenses d'équipement, une dégradation des soldes intermédiaires de gestion, donc une perte de la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'équipement, et un endettement en progression de 1,38%. Merci Frédéric Roy. Je ne sais pas s'il y a des éléments de discussion sur ce compte administratif qui est celui d'une année de garde alternée budgétaire, puisque nous avons eu 6 mois chacun et que nous avions fait le choix d'avoir simplement des DM d'ajustement et non de bouleversement. Et de chaque fois que nous faisions un choix de le financer au sein de l'ADM, comme ça a été le cas, je le rappelle, pour la piste d'athlétisme et l'enclenchement de tranches conditionnelles afin qu'elles soient faites dans son intégralité. Et comme ça a été aussi le cas pour limiter certaines dépenses, René Verdeil le disait sur l'acquisition de terrain, on pourrait le dire aussi sur des frais de personnel ou des heures supplémentaires où nous avons essayé de tenir la barre parce que l'épargne nette qui nous était donnée en juillet était négative et non positive de quelques dizaines de milliers d'euros. Monsieur Vogel ? Juste donc, effectivement, il y a une année très, très particulière avec beaucoup de difficultés contextuelles, bon ça tout le monde le sait, mais simplement, bon, en réaction à ce que disait René Verdeil, simplement sur les taux d'investissement juste pour l'avenir et pour les potentialités. Vous parliez de subventions à 12% et sur les opérations nouvelles de 43%. Mais c'est vrai qu'il y a toute la masse à subventionner de dépenses, à financer de dépenses qui ne sont pas subventionnables. Donc le taux de subvention sur des dépenses additionnelles peut très facilement monter à 40% avec la bienveillance dont font preuve les différentes collectivités territoriales. Par contre, demain, on n'aura pas 40% pour la ville de Pézenas de taux de subvention. Enfin, si on l'avait, je le souhaite peut-être avec en ayant justement ce mix entre petites villes de demain que les bourgs-centres, derrière donc le grand site Occitanie, etc. On arrivera peut-être à mobiliser, vous arriverez à mobiliser plus de subventions et je le souhaite. Mais on n'aura pas 40% de manière globale de subventions sur les opérations de la ville de Pézenas. Déjà, c'est une amélioration, tant mieux pour Pézenas. Notre objectif sera d'arriver au moins à la moyenne qui a été présentée tout à l'heure, 21%, mais c'est sur l'évolution sur 6 ans, effectivement, qu'on jugera si le challenge a été accompli ou pas. Mais je crois qu'on le répète assez au service et aux élus, c'est que l'ensemble des projets qui doivent être présentés doit d'abord être passé au filtre des subventions possibles ou non. Après, il y a un choix politique à faire, qui est parfois de porter des projets qui ne sont pas subventionnés parce qu'on estime qu'ils sont nécessaires, mais de ne pas se contenter de penser qu'un projet ne serait pas subventionné, mais d'aller essayer de solliciter les collectivités ou d'autres partenaires. Je
crois qu'il ne faut pas se limiter au public à chaque fois, mais ça peut être aussi du mécénat ou de la souscription populaire. Je pense que notamment la maison consulaire, nous avions la Fondation du patrimoine vendredi en mairie. C'est aussi des dispositifs qui existent, qui sont mobilisés ailleurs, qui ont été mobilisés dans l'histoire de la ville, et il n'est pas infondé qu'on puisse à des moments faire appel à ce type de dispositif-là. Mais c'est effectivement sur la durée qu'on verra si on est passé des 8-12% constatés sur la période passée à plus, non pas forcément de la bienveillance des collectivités, parce que je crois qu'elles ont été bienveillantes lorsqu'on les a sollicitées les mandats précédents, mais peut-être aussi de notre capacité à être proactif et à essayer de s'inscrire dans les différents appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt, qu'ils soient locaux ou étatiques, pour arriver à financer ou à cofinancer nos projets. Nous parlions tout à l'heure de la friche de l'hôpital, mais nous allons regarder de près les fonds friches, tant de la région que de l'État, pour voir si nos dispositifs ou nos idées rentrent dans ces projets. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres observations? Alors je vais vous passer aux voix le compte de gestion, puisque nous ne l'avions pas voté, et je me retirerai, comme il est d'usage, pour le compte administratif. Donc pour ce qui est du compte de gestion, qui est contre, qui s'abstient, dont le reste est pour, je passe la présidence de séance à Rachel Sakussi. Bonsoir à tous. Monsieur le maire propose au conseil municipal le vote des comptes administratifs 2020. Commune, camp hôtel, cinéma, parking, théâtre et grange 2. Vous avez eu tous les documents sur clé USB. Voilà. Au préalable, je vais demander aux membres de la minorité s'ils souhaitent que soit voté séparément le compte administratif du budget principal et les comptes administratifs des budgets annexes. Donc, dans le cas contraire, on va voter un vote, enfin, on va faire un vote global. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, voilà. Merci. Monsieur le maire peut revenir. C'est dangereux. On aura la mairie. Donc je présume que ça a été approuvé. Oui. Je vous remercie. L'affectation des résultats en point 11, je passe la parole à René Verdeil. Oui, merci Monsieur le maire. Dans l'affectation des résultats de fonctionnement en 2020, du budget principal et des budgets annexes, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'affecter les résultats de fonctionnement de l'exercice 2020 comme suit. Donc nous avons le budget de la commune. Vous avez le détail sur la note de synthèse. Besoin de financement de la section... résultat à affecter en ce qui concerne le fonctionnement de 2 744 520,67 €, avec un résultat de l'exercice, comme vous le voyez, qui est de 497 000 et quelques euros, donc très, très faible. Besoin de financement de la section d'investissement de moins 570 063,63 €. Donc affectation en réserve en investissement 570 000 €, report à nouveau en fonctionnement 2 174 000 €, report à nouveau en investissement 462 332 €, etc. Est-ce qu'on vote par... Est-ce que vous les souhaitez les voter par budget collectivement ou collectivement? Donc vous pouvez continuer à les présenter, René. On continue. En ce qui concerne le budget Campotel, vous voyez qu'en résultat de fonctionnement, c'est négatif à moins 84 804,67 €. En investissement, c'est positif, 46 055,79 €. Donc ça, c'est reporté, bien entendu, au budget. On le verra le 14 avril. En ce qui concerne le cinéma, résultat affecté en fonctionnement 14 873,15 €. En investissement 48 272,08 €. Je continue avec les parkings. En fonctionnement, résultat affecté 135 923,24 €. En investissement 2093,32 €. En ce qui concerne le budget théâtre, en fonctionnement, résultat affecté 24 796 €,
Report à nouveau, proposition d'affectation, résultat d'investissement 0. En ce qui concerne le budget Les Granges 2, qui est un budget qui, si je ne me trompe, me le verra, est un budget qui se clôture cette année, puisque tout a été, voilà, vous avez résultat définitif de clôture 137 859,96 €, qui sera repris sur le budget principal, donc à venir. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Verdeil. Est-ce que ces affectations de résultats appellent à des questions ou des observations? Je vous propose donc de les passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'intégralité est pour. L'ordre du jour est épuisé. Vous avez eu le tableau des décisions du maire. Je ne sais pas s'ils appellent des remarques de votre part. Oui. Oui. La convention de la mise à disposition d'un hébergement. Monsieur Tombellum, c'est... Oui, c'est dans le cadre de la programmation culturelle estivale où monsieur Tombellum aura une mission particulière pour le suivi de cette programmation culturelle estivale. Afin de réduire le coût des associations, nous allons mettre en place des dispositifs type régie qui seront pris en charge par la ville, où nous avons donc un partenariat où le logement fait partie de la mission sur cette période donnée de monsieur Tombellum. Et peut-être que Robert Vivarès peut en présenter un peu plus s'il le souhaite. Oui, bonsoir, je peux vous en dire un petit mot, effectivement. Donc, dans le cadre de cette programmation sur l'été, on a souhaité s'adjoindre les compétences de Tombellum qui va accompagner l'ensemble des associations et des partenaires sur cette programmation et donc qui sera présent sur toutes les soirées, donc normalement 3 soirées par semaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi il nous a semblé intéressant et important, dans le cadre de la négociation, de lui proposer cette convention. Tombellum, c'est un régisseur? Non, il aura une fonction de coordination sur l'été. Mais je pense qu'on y reviendra peut-être, enfin, je peux vous donner peut-être plus de détails, mais on reviendra davantage sur le dispositif, je crois, un petit peu plus tard, puisqu'on vous présentera justement une convention qui est en rapport avec cette programmation de l'été. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de lever la séance. Prochaine séance le 14 avril pour le vote du budget. Vous partez pas sans signer, sinon Frédéric Roy va m'en vouloir. Bonne soirée à toutes et à tous.